Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous faites le maximum pour atteindre vos objectifs. Donc maintenant dans TD Immobilier, on va passer au chapitre 5, quel financement choisir? Donc hop, tout d'abord avant de commencer, j'aimerais vous parler de l'apport personnel. C'est important d'en parler parce que quand on veut faire financer un projet, le banquier souvent il va vous parler d'apport personnel, mais il faut que vous ayez une idée précise de l'utilité et à quoi ça sert l'apport personnel. Donc tout d'abord dans l'immobilier, plus vous mettrez de l'argent de votre poche, plus le retour sur investissement sera long. L'idéal est de sortir 0 € de votre poche, mais avec cet objectif, bien sûr, vous devrez acheter en dessous du marché pour dégager un cash flow positif. On en a déjà parlé et par la suite, je vais vous montrer comment négocier comme un pro. Une fois que j'ai dit ça, on va prendre l'exemple de la maison que j'ai fait construire. Donc cette maison-là, j'ai emprunté sur 20 ans avec un prêt VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est un prêt spécifique pour la construction. J'ai fait un apport de 42 000 euros dans lequel j'incorpore les frais de notaire et l'achat du terrain. J'ai emprunté pour la maison 122 000 euros. J'ai des loyers annuels de 10 000 euros. Le cash flow net est de 1542 euros pendant 2 ans. Pourquoi il est un peu plus élevé pendant 2 ans? C'est que les 2 premières années, vous ne payez pas de taxe foncière, mais vous payez une taxe d'aménagement. Mais voilà, c'est un peu plus élevé au début. Puis 1090 euros une fois que une fois que je paye la taxe foncière. Après hier, c'est GRDS et taxe foncière. Le rendement ici est de 3% net en fonction de mon apport. Parce que là, j'ai calculé le rendement par rapport à ce que j'ai mis de ma poche, donc pour l'achat du terrain et les frais de notaire. Donc là, le rendement est d'environ 3% net par an. Donc en combien de temps je pourrais récupérer mon investissement de départ? Environ 35 ans à peu près pour récupérer les 42 000 euros que j'ai investis de ma poche. Vous voyez? Donc très peu de cash flow positif, donc du coup ça met plus longtemps à récupérer cet apport-là. Certes, si je vends, je pourrais dégager largement plus que mon apport, mais aujourd'hui on calcule le retour sur investissement et en combien de temps je peux faire le retour sur investissement. Donc l'idée, c'est voilà, pour moi de garder ce bien le plus longtemps possible. Et en cas d'imprévu, d'aléa, je sais que j'ai une richesse nette qui s'est créée et que plus le temps passe, plus le crédit est amorti et plus ma richesse augmente. Mais voilà, donc on calcule ce retour sur investissement sur ce qu'on a mis de notre poche. Ensuite, on va prendre l'exemple des appartements que j'ai achetés juste après. Juste après avoir construit la maison, j'ai acheté 2 appartements, ça vous le savez. Donc j'ai fait un prêt sur 25 ans et non 20 ans. J'ai augmenté la durée. J'ai fait un différé de paiement de 6 mois. Donc pendant 6 mois, je ne payais pas de crédit. Je payais l'assurance, mais pas de crédit. 0 € d'apport personnel, j'ai tout financé à 110%. Dans le jargon, on dit qu'on finance à 110% parce qu'il y a les frais de notaire aussi dedans. Donc les appartements, j'ai financé les appartements, les frais de notaire, les travaux et les équipements qu'il y a à l'intérieur de l'appartement. Donc ça m'a coûté en tout 67 000 euros. Donc j'ai fait 2 prêts, un prêt pour les travaux et l'achat du bien et un autre prêt, un 5 fois sans frais pour acheter les équipements qu'il y a à l'intérieur de l'appartement. Donc j'ai un loyer annuel avec toute charge comprise 10 800 euros. Le cash flow ici est de 4 400 euros net par an, net d'impôt. Donc vous voyez, le rendement ici est de 7,16% net par rapport au prix d'achat total. J'ai fait ce calcul par rapport aux 67 000 euros que j'ai investi, mais j'ai investi sans utiliser mon argent, j'ai utilisé l'argent des autres. La contrepartie, c'est que je paye des intérêts, contrairement à si vous mettez du cash, vous ne payez pas d'intérêt. C'est la seule différence. Donc là, j'ai un rendement supérieur à la moyenne. En moyenne, c'est entre 4 et 5%. Donc là, j'ai 7%. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai mis en place des techniques de négociation et j'avais un bien précis en tête pour pouvoir réduire le prix d'achat. Et aussi pour réduire, pour faire les travaux, j'ai différentes techniques que je vais vous transmettre. Donc, en combien de temps je pourrais récupérer mon investissement de départ? Bah, c'est immédiat parce que j'ai pas mis 1 € de ma poche. Donc, mon objectif, c'était de remplacer mes revenus, d'augmenter mes revenus
Et c'est chose faite grâce à ces deux investissements-là. Un investissement, mais pour deux appartements. Donc l'analyse, c'est quoi? L'objectif pour les deux investissements est très différent. La maison, c'était pour placer mon argent qui dormait sur des livrets bancaires, donc pour avoir un rendement supérieur au livret bancaire. Et les appartements, c'était pour avoir un complément de revenus. L'inconvénient pour la maison, c'est que mon placement est bloqué, sauf en cas de vente. C'est ce que je vous ai dit juste tout à l'heure. Si je revends, je pourrais récupérer ce que j'ai mis de ma poche et plus. L'inconvénient pour les appartements, c'est que en cas de revente, je dégagerai une plus faible plus-value par rapport à la maison. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis un euro de ma poche, donc j'ai tout financé, donc ça gonfle l'emprunt. Donc si je vendais maintenant, hein, bien sûr, je parle, mais si le prêt est terminé d'ici 25 ans, là, à ce moment-là, je dégagerai un capital. L'effet de levier. Faut qu'on en parle aussi. L'effet de levier, c'est quoi? Le levier dans le domaine de l'immobilier, c'est la dette. Quand on parle d'effet de levier, donc quand on parle de jouer sur l'effet de levier, c'est qu'on emprunte, c'est de la dette. Attention, le fait de recourir à l'effet de levier peut être un danger, parce que voilà, c'est du crédit, donc ça nous engage sur du long terme. L'immobilier, l'avantage, c'est que ça permet d'utiliser l'argent des autres pour investir. Je vous l'ai montré avec les appartements que j'ai achetés. Grâce à l'effet de levier, vous pouvez développer un patrimoine en partant de rien. Et je viens de vous le prouver. Vous utilisez l'argent des autres pour augmenter votre patrimoine et vous protéger en cas d'aléa. Donc on va faire une étude de cas sur l'effet de levier. On va dire que vous avez 100 000 euros sur des livrets bancaires, 100 000 euros à investir. On va prendre l'exemple de trois investisseurs, donc trois profils d'investisseurs. Le premier investisseur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ces 100 000 euros là et il achète un appartement cash, il n'emprunte pas. Le deuxième investisseur, il achète deux appartements, donc il divise les 100 000 euros par deux et il emprunte 100 000 euros pour acheter deux appartements. Le troisième investisseur, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il divise ses 100 000 euros en 5, donc 20 000 euros d'apport pour 5 appartements. Donc il emprunte 400 000 euros et il injecte 100 000 euros d'apport personnel pour réaliser son projet. Et on va partir dans l'idée pour le calcul, hein, c'est simpliste. Après, on l'a vu que l'immobilier n'évolue pas toujours à la hausse, il peut baisser, il peut monter, donc c'est inégal selon les endroits où on se situe. Mais on va prétendre que l'immobilier va prendre 50% de sa valeur tous les 10 ans. Donc, sur ces trois profils-là, qu'est-ce que ça donne dans l'avenir? Donc, les résultats en 2050, c'est quoi? Donc, pour l'investisseur numéro 1, qui a acheté son appartement cash, il a un patrimoine de 337 500 euros par rapport à l'appartement qu'il a acheté. Celui qui a acheté deux appartements, qui a emprunté 100 000 euros, il a un patrimoine de 675 000 euros. Et celui qui a acheté 5 appartements en faisant un crédit sur 400 000 euros, il a un patrimoine immobilier de 1 687 500 euros. Donc là, les résultats, ils parlent. C'est que l'effet de levier, ok, au départ, ça présente un peu plus de risques, mais je vais vous l'expliquer, plus le temps passe, moins le risque est pour la personne qui a emprunté. Avec 100 000 euros et l'effet de levier, l'investisseur numéro 3 a obtenu les plus gros gains. La différence est due à la prise de risque. Au départ, il a pris plus de risques. Pire, plus le temps passe et plus le risque s'inverse car l'investisseur numéro 1 n'a qu'un seul bien. Donc du coup, si son logement n'est pas loué, il n'a pas d'entrée d'argent. Contrairement à l'investisseur numéro 3 qui aura toujours des entrées d'argent parce que s'il a un appartement qui n'est pas loué, il a les 4 autres qui seront loués. Et en plus de ça, l'investisseur numéro 1 paiera plus d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas déduire d'intérêts bancaires, contrairement à celui qui a emprunté qui peut déduire ses intérêts bancaires. Voilà. Donc au départ, ok, la personne qui achète cash, elle prend moins de risques parce que elle a moins de charges, elle aura l'assurance à payer, pas de crédit. Elle aura la taxe foncière, elle aura ses impôts, mais voilà, elle aura moins de risques. Contrairement à celui qui achète 5 appartements, qui a plus de risques, parce qu'au début, il a le crédit à payer, il a pas mal de charges, et il faut bien faire les calculs et pas avoir d'imprévus.
Et plus le temps passe, le jour où les crédits seront payés, en 2050 par exemple, et ben là, si cette personne qui a 5 appartements revend ses appartements, elle aura 1 600 000 € à peu près de capital disponible. Vous voyez la différence? Donc l'effet de levier, c'est extrêmement puissant. Ça peut permettre d'avoir un patrimoine très rapidement, donc d'exploser tous les records si vous voulez. Mais voilà, il faut prendre en considération le risque. Donc, quel bien choisir? Donc, là, j'ai fait une petite parenthèse pour vous dire quelle est la probabilité de location. Qu'est-ce qui se loue le mieux en France? Donc, les appartements qui se louent le mieux sont les T2 et T3, en dessous du troisième étage sans ascenseur. Donc, ça paraît logique. Au-dessus du troisième étage, les gens, c'est pas qu'ils sont feignants, c'est que voilà, les courses à porter, s'il y a un enfant, la poussette, différentes choses qui font que quand il n'y a pas d'ascenseur au-delà du troisième étage, c'est un peu plus compliqué à louer. Vous mettez les probabilités dans le sens inverse. Vous ne mettez pas les probabilités dans votre sens. Donc pourquoi c'est les T2 et les T3 qui se louent le mieux? Les T2, c'est qu'il y a une chambre, donc ça peut se louer pour une personne seule ou pour un couple. T3, pareil, pour une personne seule ou pour un couple qui a une pièce en plus pour faire une chambre d'amis ou un bureau. Et ça leur permet de prévoir l'avenir si jamais ils veulent avoir un enfant. Ils ont une chambre en plus de disponible. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement investir dans un T2 ou dans un T3 au départ, mais en termes de probabilité, vous avez plus de chances de les louer. Moi, les biens que j'ai achetés, c'est 2 T2. Et c'est vrai que ça s'est loué assez rapidement. Celui qui était vacant, il a été loué assez rapidement après travaux. Donc voilà, sachez-le, c'est les T2 et T3 qui se louent le plus rapidement et le mieux. Et plus la surface du bien est élevée, plus le prix au mètre carré est bas. Donc ça, il faut en prendre aussi, il faut en prendre conscience. Donc après, voilà, tout dépend de votre stratégie. Si c'est pour de la coloc, mieux vaut prendre un bien au-dessus d'un T3 pour maximiser votre rentabilité. Ensuite, donc là, on va parler dans le chapitre 6 de comment obtenir son prêt.